Bonjour à tous, je suis très content de vous avoir parmi nous. Je regarde le petit compteur, il y a déjà une bonne vingtaine en fait de personnes. On devrait en avoir encore quelques dizaines, il est 10h00. Donc nous allons avoir le plaisir de débuter. On va enfin, se laisser quelques secondes pour débuter. Et on aura donc l'occasion aujourd'hui de parler de l'IA qui peut donc aider les annonceurs à optimiser les performances des campagnes médias digitales. Vous le verrez, on rentrera dans le détail, on vous expliquera énormément de choses. On va avoir des experts avec nous, donc Grégoire et Thibaut, qui vont vous présenter avec moi du coup ce webinaire, et on aura le plaisir également de répondre à vos questions. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de prendre des questions au fur et à mesure, voilà, peut-être pas toutes s'il y en a beaucoup, et puis faire une session de questions-réponses du coup à la fin. Voilà. Donc le webinaire va durer une cinquantaine de minutes. Voilà comment ça va s'organiser. Je regarde, on est déjà à 25 personnes. On va attendre encore une petite minute et puis on va débuter avec plaisir. Peut-être quelques mots sur le CPA pour ceux qui ne connaissent pas. Le CPA, c'est le collectif du marketing à la performance. C'est une centaine de membres qui représentent à peu près 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc effectivement, c'est un syndicat qui compte sur le marché du marketing digital, avec effectivement un accent qui est sur la partie performance. Donc à la fois sur des acteurs de la performance à tech, et puis en même temps sur des acteurs qui sont aussi martech, donc, qui vont pouvoir accompagner, grâce à des technologies, les annonceurs à obtenir plus de performance. Donc le CPA a plusieurs fonctions. D'une part, c'est de peser justement sur les décisions de l'environnement du digital, de les faire appliquer. Mais il y a une mission qui, je pense, tient à cœur de tout le monde, c'est aussi l'évangélisation, l'explication. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui avec l'IA. On va vous expliquer comment aujourd'hui l'IA peut aider, peut vous apporter au quotidien un apport considérable, à la fois dans la gestion et dans la performance en fait de vos campagnes. Donc c'est typiquement une des actions du CPA. Et vous allez le voir, il y a un contenu qui est assez intéressant. On partagera bien entendu à la fin. Et puis voilà, vous avez différents éléments comme ça tout au long de l'année. 10h03, je vous propose de débuter ce webinaire. Donc, il va durer une cinquantaine de minutes. Je vais laisser Grégoire et Thibaut se présenter. Vas-y Grégoire. Bonjour à tous, donc je suis Grégoire Garel, ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans l'univers du marketing. Aujourd'hui, je représente la société Lead Value, et donc Lead Value, c'est deux verticales, une de la génération de leads et l'autre de la gestion des leads, du coup, du moment où ils ont été détectés jusqu'au moment où ils ont été closés. À toi Thibaut. Bonjour à tous également. Thibaut Léveillard, je suis directeur associé chez Wizali. Pareil, 20 ans d'expérience dans le digital. Et donc chez Wizali, sur ce projet depuis 6 ans. Wizali est une plateforme d'attribution-contribution qui sert à mesurer la performance de l'ensemble des campagnes d'un mix média, de l'ensemble des leviers, avec la particularité, évidemment, et c'est le sujet aujourd'hui, d'utiliser massivement de l'intelligence artificielle pour justement mesurer l'ensemble de ces performances. Mais on y reviendra au cours du webinaire. Voilà, de manière assez cohérente, Envoy, c'est aussi un acteur qui utilise énormément l'intelligence artificielle. Donc, Envoy, c'est le partenaire des marques pour exploiter le display à travers du programmatique, basé justement sur une approche responsable et en même temps de l'intelligence artificielle. Donc, c'est énormément d'algorithmes qui vont permettre d'aller chercher en fait les meilleures opportunités pour faire du display un canal de performance. Et j'interviens également en tant que président du collège techno au sein du CPA. Voilà. Et donc, tous les trois, nous allons vous présenter aujourd'hui quelques explications, j'en suis certain, qui vont vous intéresser, sur la façon dont l'IA peut vous aider dans votre travail au quotidien. Vous avez donc en bas un petit chat. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser à l'intervenant en cours. On prendra une ou deux questions donc en cours. Et puis, pour le reste, on le fera plutôt du coup à la fin. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, plus c'est interactif, je pense, mieux c'est pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas à poser des questions aussi très concrètes sur le fonctionnement ou sur un élément que vous aimeriez approfondir. Donc, le petit mot d'intro, on vient de le faire.
On va évoquer donc l'impact de l'IA sur les investissements médias digitaux avec 4 sujets. On va d'abord faire du coup un contexte, vous allez le voir, parce que le contexte est très important pour comprendre pourquoi l'IA est clé aujourd'hui. Et puis, on aura justement une présentation spécifiquement sur l'impact de l'IA sur les budgets, sur le ciblage, sur le trading, sur l'attribution. Et on terminera donc par une série de questions-réponses. Grégoire, je te laisse la parole. Merci Alban. Oui, pour commencer, on va faire une rapide définition de l'intelligence artificielle, telle qu'elle est décrite dans la référence qui est Wikipédia. Donc après, chacun fera son opinion. Donc c'est un ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Bon, l'idée, c'est d'aller dans des choses un petit peu plus concrètes. Alors, globalement, il y a 3 niveaux dans l'intelligence artificielle. Le premier niveau est assez basique, et je vais plutôt l'exprimer en termes d'exemple. Chez Livalue, typiquement, lorsque vous recevez énormément de mails de prospection, parce que vos leads viennent de différentes sources, vous en avez énormément, de les traiter à la main, de transférer les mails à la main, c'est très long, c'est fastidieux. La machine va le faire pour vous de manière très rapide et va tout de suite mettre en relation le prospect avec le commercial adéquat. Un autre exemple, à l'entrée d'un chantier, une caméra dotée d'intelligence artificielle va pouvoir détecter les ouvriers qui ont un casque ou pas et leur refuser l'accès si besoin. Donc là, on voit des exemples extrêmement concrets sur une intelligence artificielle qu'on appelle étroite, donc assez limitée. L'autre exemple, le niveau supérieur, qui va être l'intelligence artificielle générale. Donc là, on va plutôt être sur une dimension apprenante. Je vous donne un exemple. Le cerveau humain, c'est détecter un chien. Un chien avec 3 pattes, un chien blanc, un chien noir, un chien orange, avec des yeux verts, avec des yeux rouges. Une machine, au début, non. Un chien avec 2 pattes, pour elle, c'est pas un chien. Donc, elle va mettre du temps. Il va falloir lui apprendre à détecter ce type de signaux. Et donc, cette façon de faire fonctionne à 90%, sachant que la première fonctionne à 99% des cas. Et puis après, on va avoir le niveau super intelligence artificielle, où là, on est sur plutôt du 10% des cas. Je vous donne un exemple qui va sûrement vous parler. La voiture autonome. Ça fait 15 ans qu'on en parle, ça fait 15 ans que vous en entendez parler sur tous les médias, ça va arriver, ça va arriver. Est-ce que vous en voyez une concrètement? Non. Pourquoi? Parce qu'il va falloir créer des arbres de décision extrêmement complexes pour guider les pas de la machine. Et aujourd'hui, de temps en temps, on n'en est pas capable, et notamment sur une dimension éthique. Typiquement, à un feu rouge, 2 personnes traversent, et laquelle vous allez écraser, il va falloir, vous le faites par accident, une machine, on va devoir la programmer pour tuer quelqu'un. Donc, c'est complètement différent dans l'approche. Et c'est pour ça que cette dimension de super intelligence artificielle est très difficile à manier et aujourd'hui très peu utilisée. Alors, excusez-moi, j'ai un tout petit problème de passage des slides. Alors, vous allez me dire, pourquoi l'appliquer au marketing? Puisque finalement, c'est un sujet qui est aujourd'hui assez peu usité. L'avantage du marketing, c'est que ça génère énormément de données. On le sait, à partir du moment où il y a des investissements qui sont colossaux au niveau monde, on va le voir tout au long de la chaîne du marketing, on va pouvoir aller récolter des informations. En France, le marché du data marketing est aujourd'hui à peu près évalué à 2,2 milliards d'euros. C'est une étude du BVA. Et il y a 5 grands segments autour de l'intelligence artificielle. C'est du coup la collecte de la donnée. C'est où est-ce que je vais chercher les sources de données, comment elles sont structurées. Du coup, comment je vais les stocker, parce que ça aussi, c'est des vrais sujets qui sont importants. C'est des tétraoctets de données qui sont récupérées par seconde et qu'il va falloir organiser de manière à ce qu'ils soient lisibles. Vous allez pouvoir, du coup, à travers cette... Ah, quelqu'un a passé les slides, c'est pas sympa. Du coup, ou alors j'étais un petit peu trop lent. On va pouvoir du coup après l'utiliser sur une dimension plus ciblage et diffusion et publicitaire. En termes de l'impact sur la chaîne de R au niveau du marketing et plus précisément au niveau des campagnes médias. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir utiliser différentes sources de données qui sont extrêmement variées. Je vous donne un exemple. En stratégie, vous allez pouvoir utiliser toute la dimension du web sur la donnée sémantique. Donc là, on va faire appel à des modèles de NLP qui vont pouvoir analyser des combinaisons de mots, d'expressions pour aller chercher des tendances faibles, des tendances fortes, des signaux faibles, des signaux forts. Énormément d'insights. Vous avez aussi cette dimension d'audience intelligence qui va plutôt être sur la base
du comportement des internautes, comprendre ce qu'ils aiment, leur centre d'intérêt, avec qui ils interagissent, quels sont les ambassadeurs qui vont pouvoir les toucher. Donc, énormément de masse de données à travailler en amont. Et puis après, tout au long de la campagne, vous allez pouvoir intégrer des données business, des données de vente, des trafics en magasin, des données de sortie de caisse. Vous allez pouvoir utiliser aussi de la donnée first party, donc utiliser vos bases clients pour les faire parler, pour comprendre qui ils sont et de pouvoir faire des segmentations intelligentes. Et puis après, on va arriver sur une dimension plus d'optimisation et d'analyse, où là, on va utiliser les données de campagne. Donc, ça va être des impressions, des clics, ça va être des taux de transformation. Tous les indicateurs que vous êtes habitués à manier, mais qui vont être, vu la volumétrie à traiter, va être important que ce soit une machine qui le fasse pour vous donner les bonnes informations au bon moment pour prendre les bonnes décisions. Et ça, c'est une dimension qui est extrêmement importante, c'est que la machine ou les machines ne feront pas le travail à votre place. Ils vont vous permettre de faire votre métier de manière augmentée. Par augmenter, on entend qu'aujourd'hui, un marketeur va être doté d'outils technologiques et d'informations à travers de la donnée. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir prendre des bonnes décisions pour vos campagnes. Je vous encourage notamment à être très curieux sur les outils technologiques. Ça évolue beaucoup. Alors, ça veut pas dire qu'il faut tous les prendre, mais soyez constamment sur la curiosité de savoir quel type d'outils utiliser, pourquoi les utiliser, à quoi ils vont me servir, est-ce que je vais gagner du temps, est-ce que je vais pouvoir réagir plus vite, est-ce que je vais être plus intelligent. Voilà. Ça va permettre vraiment de faire un métier beaucoup plus stratégique et beaucoup plus éclairé et de donner beaucoup plus de valeur à vos actes au quotidien. Et aujourd'hui, pour un petit peu lancer le débat et passer la main après à Alban et Thibaut, pourquoi on parle d'IA dans le marketing? Parce qu'on est dans un contexte de plus en plus complexe. La première chose à prendre en compte, c'est que la publicité sur le digital, sur les sites internet, sur les réseaux sociaux, les consommateurs, les internautes, les clients en ont marre. Du coup, ils prennent les adblockers et aujourd'hui, on a à peu près en France 35% de personnes qui utilisent ce type d'outils. Donc, ça fait de l'inventaire indisponible parce qu'il y a un vrai désintérêt, une vraie répulsion par rapport à la publicité. Donc, ça, c'est vraiment aussi une manière de réfléchir à comment engager les internautes d'une manière plus intelligente, plus pertinente pour eux, de manière à ce qu'ils soient plus réactifs à ce qu'on va mettre en place. Je vous passe rapidement toute la dimension navigateur et fin des cookies tiers parce que je pense que vous en avez beaucoup entendu parler. Et en même temps, c'est repoussé d'année en année. Donc, quand est-ce que ça va réellement fonctionner? Mais néanmoins, il faut quand même se préparer. Il y a des nouvelles règles, des nouvelles réglementations, des réglementations légales, mais d'autres où c'est des initiatives de navigateurs Internet. Voilà. Donc, toute cette dimension-là légale, on ne sait pas trop où on va. Alors, il y a beaucoup de solutions aujourd'hui qui se mettent en place, qui sont en train d'être réfléchies, mais aucune vraiment concrète. Mais il y a une dimension sur laquelle il faut vraiment appuyer, c'est la dimension de concurrence qui est assez nouvelle dans l'univers de la publicité sur le digital. Parce que suite à la crise du Covid, on a plus d'1 million de sites marchands qui sont créés par an. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que des sites marchands, des marketplaces, il va falloir générer du trafic vers ces plateformes. Et pour générer du trafic, on va les retrouver sur Google Ads, on va les retrouver sur Facebook, on va les retrouver sur Amazon, on va les retrouver partout sur le web. Et donc, la concurrence est de plus en plus forte. Et on le voit puisque maintenant, depuis quasiment 1 an, on a une hausse très forte des CPM et des CPC sur quasiment toutes les plateformes, au-delà des 20% pour certaines, au-delà des 30% pour d'autres. Voilà. Donc, c'est une vraie tendance de fond, c'est que la concurrence au niveau du marketing et de l'achat média est aussi très importante maintenant sur la partie digitale. Voilà pourquoi c'est important aujourd'hui de réfléchir à l'IA et la bonne manière. Et là, du coup, je vais laisser la parole à Alban et Thibaut pour expliquer comment concrètement vous allez pouvoir l'appliquer à vos métiers. Merci Grégoire. Alors, je vais commencer par justement l'IA sur la partie budget. Alors, la partie budget, vous devez être dedans, ou en tout cas, si vous n'êtes pas dedans, vous l'avez fini récemment, qui est évidemment cette tâche chaque année qui est d'essayer de définir quels vont être les budgets optimaux pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés en 2023. Et on va voir que justement sur cette tâche, l'intelligence artificielle peut vous aider et peut vous permettre justement de monter ces budgets de manière beaucoup plus rapide et on va voir de manière beaucoup plus précise. Donc,
Encore une fois, là, ici, l'intelligence artificielle va, entre guillemets, remplacer énormément de tâches humaines. Vous savez, ces itérations qu'on fait pour pouvoir définir les budgets d'année en année, ce sont des tâches qui sont assez chronophages. Il faut évidemment faire de nombreuses hypothèses sur énormément d'éléments qui vont permettre, à un moment donné, de construire ces budgets. Quel est le chiffre d'affaires que j'ai réalisé? Quel est l'objectif que j'ai en 2023? J'ai des nouveaux produits. Et surtout, qu'est-ce que j'ai déjà fait par le passé et que je peux prendre en considération pour définir ce que j'ai à faire dans le futur. Pourquoi je parle du passé et du futur? C'est que le principe de l'intelligence artificielle, comme ça vient d'être énoncé par Grégoire, c'est évidemment d'apprendre des éléments qui ont déjà été passés. Et donc, dans le cadre des budgets, évidemment, pour pouvoir faire travailler une intelligence artificielle sur cette partie-là, ce qu'on appelle faire de la planification budgétaire, il faut évidemment avoir à sa disposition un certain historique, à minima 1 an. Pourquoi? Parce que, évidemment, sur les 12 mois glissants, il y a toujours des phénomènes de saisonnalité. Donc, pour pouvoir que l'intelligence artificielle puisse travailler, il faut qu'elle ait au moins ces 12 mois pour pouvoir les projeter sur les 12 mois à venir, c'est-à-dire sur l'année 2023. Donc, comment va s'opérer l'intelligence artificielle dans le cadre des budgets? C'est, on va manier beaucoup d'hypothèses. Imaginez que vous avez 12 mois de données, ou encore mieux 24 mois de données. L'intelligence artificielle va prendre en considération toutes les performances que vous avez pu obtenir au travers du mix média que vous avez mis en œuvre. Ce mix média, il est composé d'énormément d'éléments, de composants que sont l'ensemble de vos leviers, vos campagnes display, vos campagnes search, vos campagnes Facebook, vos campagnes Instagram, votre SEO, votre emailing. Voilà, tous ces éléments-là ont tous joué ensemble par le passé pour produire de la valeur et du chiffre d'affaires. Et c'est sur l'ensemble de ces combinaisons que va travailler l'intelligence artificielle pour comprendre ce qui s'est passé par le passé et pouvoir projeter ensuite ces éléments dans l'avenir par rapport aux nouveaux objectifs qui vous ont été fixés. Et donc de pouvoir déterminer entre ce qui s'est passé par le passé, entre guillemets, sur ces éléments-là et ce que j'ai à projeter sur le futur, OK, comment je peux déterminer le budget optimal pour atteindre avec la plus grande chance mes objectifs qui me sont fixés pour l'année 2023. Donc ici, la première chose que va faire l'intelligence artificielle, c'est de comprendre tous les effets croisés qu'il y a eu sur l'ensemble de mes investissements. C'est-à-dire comment mes leviers ont joué ensemble, comment ils ont produit de la valeur. Donc un levier marketing, il va produire de la valeur, entre guillemets, du chiffre d'affaires ou des leads, quand il est tout seul sur un parcours, ou, et c'est plus souvent le cas aujourd'hui, vu la complexité des parcours d'achat des consommateurs, quand il va combiner avec d'autres leviers. Donc la première chose que va faire l'intelligence artificielle par rapport au passé, c'est de comprendre justement ces combinaisons, ces effets croisés entre les leviers, pour comprendre que si j'augmente un petit peu mon search, bah, ça va déclencher aussi un peu plus d'augmentation de mes budgets retargeting, puisque forcément, si je fais plus de search, plus de visites sur mon site, bah, ça va engendrer aussi une dépense additionnelle puisque j'aurai plus de personnes à retoucher, à retargeter. Donc, tous ces effets croisés vont être pris en compte par l'intelligence artificielle. Donc, vous imaginez le nombre de combinaisons, le nombre d'éléments à manipuler sur en plus une durée de 12 mois ou de 24 mois. Et ben, tous ces éléments-là vont être, entre guillemets, processés par cette intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle, sur cette base, sur ce qu'on appelle, ce sont des techniques de machine learning, elle va ensuite, une fois qu'elle a calculé tous ces effets croisés, commencer à regarder, à définir une enveloppe globale de budget. Et cette enveloppe globale de budget, comment elle va se répartir? L'enveloppe globale, elle est définie par rapport à l'objectif que vous allez vous fixer. C'est-à-dire que si vous voulez doubler votre chiffre d'affaires l'année prochaine, il y a de grandes chances que l'enveloppe qui va être déterminée par l'IA va être beaucoup plus conséquente. Mais au-delà de dire il faut une enveloppe plus conséquente par rapport à ce que j'ai vu dans le passé, c'est surtout comment je vais distribuer cette enveloppe plus conséquente par rapport à tous les leviers que je vais jouer l'année prochaine pour réaliser cette performance. Donc tous ces éléments-là sont pris en compte. Je vous ai mis quelques graphiques pour vous montrer qu'en fin de compte, l'intelligence artificielle va travailler sur plusieurs dimensions et notamment ce qu'on appelle les effets de saturation des leviers. Si vous êtes déjà à 100% d'IS, mettons sur vos campagnes marques, sur le search, évidemment, elle ne va pas doubler le budget si vous êtes déjà à 100%. Donc ça va prendre aussi en compte les caractéristiques des composantes de votre mix média par le passé pour pouvoir le projeter dans le futur. Et donc, tous ces éléments-là vont conduire, in fine, à, en fin de compte, vous proposer, imaginez, c'est un peu l'interface, là, je vous ai mis l'interface, vous allez définir pour l'année 2023 un objectif, la stratégie pour atteindre cet objectif, éventuellement des contraintes en disant oui, alors dans le passé, j'ai fait, mettons, tel levier avec telle et telle source, c'est-à-dire des partenaires ou des régies publicitaires, et pour X milliards de raisons, vous considérez que l'année prochaine, vous voulez abandonner ce levier ou réduire ce levier, enfin, vous allez ajouter des contraintes, en fin de compte, dans l'expression de votre besoin
pour définir votre budget. Donc, l'intelligence artificielle va pouvoir prendre cet historique, une stratégie, des contraintes additionnelles que vous lui mettez pour l'année 2023, et ensuite vous allez lui demander quel niveau d'optimisation vous voulez avoir. Ça correspond en fin de compte à ce qu'on retrouve souvent, vous savez, sur les profils d'investisseurs. Est-ce que vous voulez des recommandations qui soient plutôt, on va dire, basses, moyennes, ou alors vous êtes beaucoup plus, comment dire, optimiste, ou en tout cas vous voulez quelque chose qui soit beaucoup plus important en termes d'optimisation. Une fois que vous aurez défini ces critères qui vont permettre à l'intelligence artificielle de travailler, ce que va faire l'intelligence artificielle, c'est qu'elle va processer tous les éléments que vous lui avez donnés, l'objectif, les contraintes et tout ce qu'elle a appris par le passé, et elle va vous restituer une information de ce type-là. C'est de dire, voilà, par rapport à l'objectif que tu t'es fixé, voilà quelle enveloppe globale il faut que tu disposes pour pouvoir atteindre ces objectifs de la meilleure manière, et voilà, par rapport à moi, ce que j'ai appris dans le passé, comment vous pouvez répartir au mieux cette enveloppe par canal, par source et par device. Et d'avoir une projection des coûts sur l'année 2023, une projection des visites sur l'année 2023 et une projection des revenus. Et ça, à un niveau de détail qui est évidemment beaucoup plus important, qui est de dire, OK, c'est autant sur mon search mark, c'est autant sur mon search mark, sur mon display, sur mes réseaux sociaux. Et donc là, évidemment, vous imaginez que tout ce travail va être processé automatiquement par la plateforme. Donc, ça économise énormément de temps et ça vous permet aussi, surtout, de pouvoir établir 2, 3, 4, 5, 6, 10 hypothèses. Peu importe, puisque une fois que vous aurez mis vos critères en entrée auprès de l'intelligence artificielle, elle va processer tout ça. Le lendemain, vous arrivez sur votre bureau, les 10 hypothèses ont été jouées et ça ne vous a pas demandé plus de boulot, à la limite, juste de les paramétrer, de passer de 5 à 10 hypothèses. Ce n'est pas plus de boulot et c'est là l'avantage évidemment de l'intelligence artificielle, c'est pouvoir processer tous ces éléments-là, toute cette quantité de données de manière très rapide, très industrielle. Et vous pouvez comme ça revenir en disant, ok, ça ne tombe pas exactement sur ce que je veux, je refais une hypothèse où je vais baisser plutôt ce critère-là, augmenter ce critère-là, où je vais m'amuser à regarder en fonction de mes objectifs, tiens, si je augmente mon objectif de 20%, de combien va s'augmenter mon enveloppe, comment cette enveloppe va se répartir entre mes différents leviers. Et donc, vous allez aussi, en itération avec la machine, pouvoir déterminer au plus justement votre enveloppe globale et surtout cette enveloppe par levier que vous allez jouer dans l'année 2023 pour atteindre vos objectifs. Donc, on voit bien ici que l'intelligence artificielle, elle aide beaucoup les marketeurs, justement par rapport à toutes les données qu'il y a dans le passé, de pouvoir projeter, faire de ce qu'on appelle la planification budgétaire sur l'avenir. La seule limite, toujours, dès qu'on parle machine learning, dès qu'on parle intelligence artificielle, c'est qu'elle ne peut prévoir ou anticiper que ce qu'elle a déjà connu par le passé. Je prends un exemple tout bête, mais si vous décidez en 2023 de jouer un nouveau levier marketing que vous n'avez pas joué par le passé, là, cette fois-ci, l'intelligence artificielle ne pourra pas projeter, ne pourra pas anticiper ce qui se passera sur ce levier-là l'année prochaine parce qu'elle n'a pas connu par le passé d'expérience avec ce levier. C'est pour reprendre un peu l'histoire tout à l'heure avec les pattes du chien, c'est qu'il faut évidemment que l'intelligence artificielle ait eu, sur le volume de données sur lequel elle a travaillé, une expérience de l'élément que vous souhaitez lui faire projeter. Donc voilà. Je me permets de réagir. Justement, il y a une question. Est-ce que c'est du machine learning ou du deep learning? Et comme tu as le sujet justement en ce moment, je me permets de te la poser. Alors, c'est du machine learning. Toute cette étape-là, donc ça passe par ce qu'on appelle une phase d'apprentissage, c'est-à-dire que la première chose que va faire l'intelligence artificielle, c'est qu'elle va essayer de comprendre ce qui s'est passé, mettons, sur l'année 2022, comment mes investissements ont produit de la valeur, comment entre les leviers, entre les investissements, entre mes leviers, tout ça a créé de la valeur. Donc, tout ça, c'est une période d'apprentissage que va avoir l'intelligence artificielle et on est vraiment sur du machine learning à ce niveau-là. On n'est pas sur du deep learning. Le deep learning permet justement, alors c'est des technologies qui sont encore balbutiantes. Tout à l'heure, Grégoire faisait référence aux différentes échelles aux différentes maturités d'intelligence artificielle, de la légère jusqu'à la plus évoluée. Aujourd'hui, les techniques de deep learning ne permettent pas encore de processer ce type de données pour faire de la planification budgétaire. Alors, ça permettra à terme, si l'intelligence, on arrive à la déployer dans ce sens-là, de pouvoir faire ce que je viens de dire, c'est-à-dire de pouvoir éventuellement comprendre comment l'ajout d'un nouveau levier que je n'ai pas fait par le passé pourrait interagir avec les leviers que j'avais par le passé. On n'en est pas là aujourd'hui en termes de technologie, ça fait intervenir des réseaux neuronaux, des choses comme ça, c'est un peu plus complexe. Ce sont encore des travaux qui sont en cours et qui sont encore chez nous en R&D. Aujourd'hui, ce qu'on maîtrise très bien, c'est cette partie machine learning dans l'intelligence artificielle. J'espère que j'ai été clair dans ma réponse par rapport à ça. Je crois que sur la partie budget, donc ce qu'on peut
se dire, c'est que le bénéfice pour les utilisateurs, c'est la possibilité de faire de nombreuses hypothèses différentes, puisque, encore une fois, vous gagnez énormément de temps à manipuler toutes ces données, puisque c'est la machine qui le fait pour vous. Cette rapidité d'exécution et évidemment la finesse du résultat, puisque si vous vous amusez à vous-même, à chaque fois que vous changez d'hypothèse, de vous dire ah bah ça va déterminer quelle enveloppe, comment je vais devoir la répartir entre tous mes leviers, vous allez percevoir que si vous faites 2 fois l'exercice, déjà vous allez y passer des jours, voire des semaines, en manipulant énormément de fichiers Excel, en faisant des TCD, des choses comme ça. Bah là, le gros avantage, c'est que vous appuyez sur un bouton une fois que vous avez déterminé vos critères, et c'est l'intelligence artificielle et le processing de la donnée qui travaillent pour vous. Voilà ce que je pouvais vous dire d'une utilisation concrète de l'intelligence artificielle dans toute cette chaîne de valeur au moment, puisque c'est un peu la période en ce moment, où vous définissez vos budgets. Thibaut, on est parfaitement dans le timing. Il y a une question, donc je vais me permettre de te la poser. Le revenu peut-il être splitté entre acquisition et lifetime value? Tu as 1 minute. Alors, aujourd'hui, ce qui se fait, c'est beaucoup sur l'acquisition. On peut éventuellement rajouter cette dimension. Alors, c'est une dimension qu'on va appeler d'audience, puisque dès qu'on va parler de lifetime value, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir séparer les performances que j'ai fait sur des nouveaux consommateurs versus sur des anciens consommateurs. Et ces anciens consommateurs, c'est comprendre aussi, mettons pendant l'année 2022, je vais avoir un certain nombre de nouveaux consommateurs et je vais avoir de nouvelles transactions avec des anciens consommateurs. La lifetime value, c'est de prendre en considération aussi tout l'historique de ces anciens consommateurs et ce que ça a donné. Ça veut dire que là, le critère et l'objectif que je vais définir à l'intelligence artificielle, ça va être par exemple un ROI, ça va peut-être être un coût d'acquisition nouveau client et un coût de réacquisition ancien client par rapport à justement une logique de lifetime value. Et donc, dans ces cas-là, c'est un peu les critères que je vais donner à mon intelligence artificielle. Je ne vais pas lui demander de processer en disant maximise-moi le ROI par rapport à une enveloppe budgétaire, par rapport à l'objectif qui m'a été fixé. Ça va être plutôt de maximise-moi un coût par acquisition en fonction d'une dimension qui est l'audience, nouveau versus ancien visiteur. Alors, la problématique par rapport à ça, c'est de voir si sur les années, et là, il faut beaucoup plus d'historique pour savoir s'il y a une stabilité sur les dernières années en termes de tout ce que l'enveloppe budgétaire a permis comment dire, d'aller chercher comme nouveau consommateurs versus des anciens consommateurs. Et il faut évidemment que ces éléments soient un peu stables dans le temps, puisque si j'ai à un moment donné, je ne sais pas moi, en 2019, j'avais 80% mettons, de conquête de nouveaux consommateurs versus 20% qui étaient donc ce qu'on appelle du repeat business, c'est-à-dire des anciens consommateurs en réacquisition, et que ces chiffres-là sont très volatiles sur les dernières années, ben c'est évidemment plus compliqué pour l'intelligence artificielle de pouvoir projeter cet élément-là pour 2022 si j'ai eu beaucoup de fluctuations. Donc, il faut qu'il y ait une forme de stabilité sur l'historique pour pouvoir arriver à approcher ces éléments-là dans le futur et avoir ce qu'on appelle, dès qu'on manipule ces chiffres d'intelligence artificielle, ce qu'on appelle des intervalles de confiance qui sont raisonnables. L'intervalle de confiance, Merci Thibaut. C'est bon? Ouais, c'est bon. Si ça te va comme ça, on essaie de vous garder effectivement dans le bon timing. De toute façon, on reprendra encore, il y aura quelques questions donc, à la fin. Et comme ça nous permet effectivement de libérer ceux qui ont des contraintes. Merci beaucoup pour cette première partie éclairante. L'idée maintenant, c'est d'aborder l'IA justement sur la partie ciblage, puisque aujourd'hui, vous devez être au fait des différentes possibilités de ciblage. Il y en a énormément. Ça peut être du contextuel, ça peut être du sémantique, ça peut être des requêtes. On a parlé du search tout à l'heure. Ça peut être des segments socio-démos. Ça peut être vraiment du user-centric, donc une analyse de la personne. Ça peut être du géographique. Ça peut être donc sur la base de cookies first, de cookies tiers, etc., etc. Donc en fait, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une pluralité, une foison en fait de ciblage. Et la difficulté justement, c'est pour un être humain, pour un marketeur, de se dire quel est le bon ciblage. Qu'est-ce que je dois utiliser? Quelle est la performance pour chacun de ces ciblages? Est-ce que je peux combiner certains ciblages et qu'est-ce que cela peut donner? Et un petit peu comme les budgets que l'on a vus tout à l'heure, il y a une multitude de combinaisons. Et la difficulté pour l'être humain, c'est de gérer des multitudes de combinaisons. Ça peut être des centaines, des milliers ou des millions de combinaisons. Et l'intérêt justement de l'IA, ça va pouvoir être de jouer, comme le disait Thibaut, ces différentes combinaisons pour pouvoir avoir le maximum en fait d'optimisation sur le ciblage.
Je vais reprendre les éléments de contexte très importants que Grégoire a souligné tout à l'heure. On est dans un univers où on parle souvent de plus en plus de data, mais en réalité, il y a de moins en moins de data. Je passe rapidement dessus. Vous avez les adblockers, vous avez donc les cookies tiers qui ont déjà disparu et ceux qui vont disparaître. Donc c'est fin 2024 pour ceux qui n'ont pas la dernière date en tête. Aujourd'hui chez Google, vous avez le consentement, bien entendu, qui ampute d'environ à peu près 30% aussi l'analyse des données. Bref, aujourd'hui, vous êtes sur un demi-terrain de jeu. Nous sommes sur un demi-terrain de jeu au niveau des données. Et sur les concurrences, Grégoire a donné quelques chiffres, j'en donne aussi quelques-uns. Le marché de la publicité digitale, c'est plus 20% en 2021, c'est plus 19% sur le premier semestre 2022. A priori, ça sera une fin d'année à 14-15% cette année. Donc, vous avez plus 14 en 2 ans de croissance sur le marketing digital, quand l'usage de l'Internet, c'est 4% par an. Donc le nombre de pages vues, la durée totale en fait sur le web, c'est à peu près 4% de croissance. Donc vous avez 20% d'investissement, vous avez 4% effectivement d'usage. Donc de toute façon, globalement dans les prochaines années, vous aurez une concurrence de plus en plus importante. C'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus de campagnes, de plus en plus d'annonceurs sur le même nombre de personnes. Et c'est là où le ciblage va être clé, parce qu'effectivement, arroser, ça ne sera de moins en moins possible. Il va falloir effectivement avoir un ciblage utile et donc trouver la bonne combinaison pour parvenir à toucher les bonnes personnes. Donc l'IA va être centrale par rapport à ça, parce qu'elle va permettre d'une part l'exploitation de data venant de différentes sources, et qui sont potentiellement de différentes natures. Donc on parlait effectivement, ça peut être des cookies, ça peut être des visites, ça peut être des données géographiques, etc. Ça va permettre en fait de combiner l'ensemble de ces données-là, et ça va permettre en fait de réaliser encore une fois des millions de calculs, individu potentiellement par individu, qui permettent in fine d'avoir une sorte de score d'intérêt pour une personne. Et plus le score est élevé, plus forcément cette personne va être intéressée par vos services. Et dans ce cas-là, vous avez plutôt intérêt à vous focaliser sur ce type de personnes-là que des gens qui ne sont pas intéressés, surtout dans un monde, encore une fois, où on aura de moins en moins d'opportunités publicitaires avec les adblockers, etc., etc. Donc il faut pouvoir proposer aussi une publicité qui intéresse les gens. Et la dernière composante, c'est l'apprentissage, c'est ce qu'on évoque aussi depuis tout à l'heure, c'est l'intelligence artificielle va pouvoir apprendre. J'émets un score sur une personne, je pense que cette personne est intéressante, donc je vais la toucher. Est-ce qu'elle a réagi? Est-ce qu'elle a cliqué? Est-ce qu'elle a acheté? Est-ce qu'elle est revenue? Est-ce qu'elle a acheté 2 produits, etc. Et tout cet apprentissage-là va permettre en fait justement de rendre plus efficiente l'intelligence artificielle et donc d'utiliser de plus en plus en fait cette IA pour avoir un maximum de performance. Cette IA, il y a 2 façons aujourd'hui, voilà, elle existe, hein, c'est vous l'utilisez en fait tous les jours à travers vos partenaires médias. Vous avez l'IA qui est blind, ce qu'on appelle l'IA blind, c'est vous donnez typiquement aujourd'hui une cible par exemple à Facebook, vous ne savez pas ce qui est fait derrière, mais vous récupérez des clics, vous récupérez des visites, etc. Donc ça, c'est un ciblage qui part de votre base client, que vous envoyez à Facebook, mais que vous ne savez pas ce qui se passe. Ça, c'est du blind, et vous faites confiance à Facebook. Et l'autre type d'IA, c'est l'IA supervisée, où vous allez avoir une visibilité forte sur ce qui est également fait par l'IA, qui vous permet donc d'établir une cible de base et de voir à la fin, en sortie, pourquoi les gens ont été touchés. Donc ça, c'est pareil, ce sont des éléments que vous pouvez donc sur lesquels vous pouvez discuter avec vos partenaires pour essayer de comprendre ce qui est réellement fait. Et je vous invite effectivement à plutôt vous diriger sur des IA supervisées pour à la fois mieux maîtriser votre business et mieux comprendre également les résultats. L'IA sur le ciblage, ça permet quoi? Ça permet effectivement d'être plus fin. Donc ça, c'est bon pour vos budgets, mais c'est aussi bon pour l'internaute parce qu'effectivement, s'il est visé alors qu'il a un intérêt, forcément, c'est plus intéressant pour lui. Un gain de performance, forcément, si la personne est intéressée par un produit, elle va plus facilement acheter ou plus facilement cliquer. Et surtout, ça vous permet en fait un gain de temps. Plutôt que d'avoir des multiples combinaisons gérées dans un Google Sheet, vous allez pouvoir avoir des millions de combinaisons gérées en fait par un algo. Et in fine, ça permet d'avoir une meilleure compréhension
de la cible. C'est-à-dire que généralement, on part toujours d'une cible euh, qui est basée sur soit des études, soit des intuitions marketing. On se dit, voilà, ma cible, elle est comme ça. Et ce qui est intéressant lorsqu'on se base sur le comportement des gens, qu'est-ce que les gens font réellement avant ou après qu'ils achètent ou qu'ils visitent mon site, on s'aperçoit effectivement qu'il y a quelquefois quelques distorsions entre la cible idéale et la cible en fait réelle. Donc, je vous ai mis quelques exemples sur des business cases qu'on fait avec certains de nos clients, comme Maison du Monde, Orange, Banque ou Damar, où on a pu faire effectivement des ciblages sur base de segments, sous ce démo classique, ciblage sur base de persona, donc là des petits groupes de personnes qui vont avoir en fait un profil similaire, et un ciblage sur la base de profils user-centriques. Donc, on prend un profil en particulier, et plus on avance vers le profil plus on a une utilisation forte en fait de l'IA, parce qu'on va essayer de comprendre les personnes, les individus, et puis d'aller les chercher. Et on voit, je vous ai mis une liste en fait que l'on avait en moyenne sur des performances lorsqu'on peut comparer justement ce type de campagne. Le persona est déjà plus spécifique, donc a plus d'impact qu'un segment, et le profil a encore plus d'impact effectivement que les personas, puisque c'est encore plus fin. Donc ça, c'est sur la partie ciblage. Je regarde effectivement, est-ce qu'on a des questions tant que j'y suis? Ok, pour l'instant, c'est plutôt des remarques. Cette IA-là va non seulement être intéressante pour le ciblage, mais également pour la partie trading. Puisque la partie trading, ça va être globalement à peu près la même chose. On va avoir une multitude de possibilités. Vous allez pouvoir avoir donc différentes stratégies, différents canaux, différentes plateformes, des plateformes fermées, des plateformes ouvertes. Vous allez avoir différents modèles. CPM, CPC, etc. Vous avez des milliers de sites qui proposent des inventaires médias, vous avez des dizaines de SSP, vous avez des dizaines de formats qui vont être de la vidéo jusqu'au natif, etc., etc. Et en fait, ce que l'on voit dans le trading, c'est encore plus marqué que sur le ciblage, c'est le nombre de combinaisons possibles. Est-ce que cette personne que j'ai pu identifier dans un premier temps, est-ce que je dois la toucher avec une vidéo sur un site média, ou est-ce que je dois la toucher sur du natif, sur le mobile, sur un site communautaire, ou est-ce que je dois la toucher avec une vidéo sur TikTok? Et donc toute la complexité justement sur le trading est de trouver les bonnes combinaisons pour à la fois avoir forcément la performance en fait la meilleure, mais en même temps toucher les gens de manière efficace. Si effectivement il y a trop d'acteurs sur trop de plateformes, vous ne savez pas si cette personne-là, vous l'avez touchée par tel type de stratégie ou tel autre type de stratégie, tel format ou tel autre format, et c'est ça la complexité. Et l'IA va pouvoir permettre justement d'apporter une valeur importante sur la gestion en fait de l'expérience publicitaire. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on fait côté Envoice. Donc nous, on est vraiment spécialiste du display, donc hors plateforme fermée type Gamma. Mais voilà le type en fait d'expérience publicitaire que l'on peut proposer. On part justement de cette cible qu'on a identifiée dans un premier temps. Ce sont des gens qui ne connaissent pas encore la marque. Donc on va plutôt partir sur de la vidéo. Donc la vidéo, c'est un format CPM. Est-ce que la personne elle a complété la vidéo à 100%? On bascule dans ce cas plutôt sur une bannière produit. Ensuite, elle arrive sur le site, etc., etc. Et en fait, ce que vous voyez à travers cette combinaison-là, c'est que pour chacune des personnes, on va avoir en fait un chemin qui est complètement différent. Et in fine, ce qui est important, c'est de pouvoir proposer et de réagir individu par individu pour avoir le maximum de performance. Et ça, l'IA est la seule moyen d'arriver justement et de proposer une expérience qui soit à la fois efficace pour vous et en même temps intéressante pour l'internaute. Donc c'est pareil, on va retrouver l'IA Blind. Donc typiquement, lorsque Google lance Google Performance Max et vous dit, voilà, donne-moi ton budget et je m'occupe de tout derrière. Voilà, on ne sait plus exactement sur quel site on est, quelle stratégie, quel format, etc. Ça, c'est du blind. Donc c'est intéressant parce que du coup, ça peut apporter de la performance. Par contre, effectivement, en termes de contrôle, le contrôle est quasi nul. L'IA supervisée, bien entendu, ça permet d'avoir de la performance, mais aussi de comprendre. Et ça, c'est un élément qui semble essentiel aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ce que fait l'IA. Il ne faut pas tomber effectivement dans la black box. Et puis, vous avez effectivement la partie gestion humaine, où là, c'est du contrôle total, mais effectivement, c'est une gestion plus difficile en fait des différents cas. Et donc, forcément, il y a moins de performance.
Donc, on va retrouver exactement comme le ciblage, un gain de finesse, un gain de performance, un gain de temps et une meilleure compréhension. C'est toujours en fait la même logique qui va s'appliquer, à l'IA. Et pour terminer, juste un petit exemple de ce qu'on fait avec Damar. Donc c'est exactement ce que le schéma que je vous proposais tout à l'heure. On part de vidéos, on va jusqu'à, des campagnes avec des produits, avec des promotions, et cetera. Et en fonction des gens, on prend tout le tunnel et puis, en fait, on prend étape par étape le top of mind, prospection, reciblage, fil et puis on va permettre effectivement d'avoir une meilleure, expérience. Et ça ne peut être possible qu'avec justement, des algorithmes pour pouvoir proposer cette expérience-là à, tous les utilisateurs. Et in fine, le point clé, effectivement, c'est on a bien ciblé, on a choisi les bons canaux, on a donc du coup, eu un trading qui est efficace. C'est comment on peut mesurer, bien entendu, l'attribution. Thibaut, c'est pour toi. Voilà, vous m'entendez là? Ouais, c'est bon. Juste un peu avec mon micro. Alors, justement, quand on commence à avoir des budgets et des niveaux d'investissement conséquents sur le digital, qu'on a évidemment par rapport à ça un arsenal comment dire, de nombreux leviers, la problématique à laquelle l'ensemble des annonceurs vont être confrontés, c'est de pouvoir mesurer objectivement la performance de chacun de leur investissement et de savoir à un moment donné à quoi sert de mettre X milliers d'euros en plus sur tel levier ou tel levier, comment ça combine, et évidemment d'être indépendant, on va dire aussi, des remontées de performance qui sont faites par chacune des plateformes, hein, des Google, des Facebook, qui ont chacun leur modèle, en fin de compte, pour calculer la performance, et qui, évidemment, quand on regarde ces performances en silo, bah souvent, qu'est-ce que constate l'ensemble des marketeurs chez les annonceurs? C'est de se dire, bah, quand je regarde les performances que me donne Criteo, que me donne Google, que me donne Facebook, que me donne Instagram, bah, je finis par avoir plus de conversions et plus de chiffre d'affaires que moi, ce que je constate dans mon back-office. Et donc, évidemment, la problématique, à un moment donné, c'est de pouvoir avoir la meilleure allocation de ces budgets sur l'ensemble des leviers que je joue, au regard, évidemment, des réelles performances qui me permettent d'avoir. Donc historiquement, on avait des modèles d'attribution qui étaient basés sur des règles. Vous les connaissez tous, hein, les last click, les first click, des choses comme ça. Alors, il y a 10 ans, quand ils sont apparus, ça permettait d'aider un petit peu à la compréhension des différents éléments qui intervenaient dans le parcours d'achat d'un consommateur, mais ça reste des modèles qui sont extrêmement limités, puisque déjà, la première chose, c'est qu'ils ont du mal à prendre en considération justement toutes les interactions entre les leviers. Je parle même pas du last click qui ignore carrément tout ce qui s'est passé avant, ou le first click qui ignore tout ce qui s'est passé après, et qui considère qu'en fin de compte, il n'y a qu'un seul levier qui a fait la performance. Euh, Évidemment qu'un consommateur qui ne vous connaît pas, avant d'acheter un de vos produits sur votre site internet, il va falloir qu'il soit exposé à votre marque, qu'il rentre dans des étapes de branding, de considération, de préférence de marque. Il va devenir un joueur intentionniste, il va sûrement passer par un moteur de recherche pour finir par arriver sur votre site, ou même peut-être via une visite directe parce qu'il a retenu votre marque ou il a retenu votre URL. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, pour pouvoir vendre un produit à un consommateur, et quand on voit aujourd'hui la complexité des parcours d'achat, ces modèles-là sont extrêmement limités pour essayer de comprendre ce qui se passe justement dans la tête des consommateurs et dans leur interaction avec votre mix média. L'autre problème, évidemment, comment dire, de ces modèles, c'est qu'ils sont basés sur des règles. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à comprendre ce qui se passe dans la tête du consommateur. C'est un marketeur qui, dans son bureau, a défini que lui donnerait tout le poids de la contribution de ce levier au dernier clic. Et voilà. C'est ce qu'on appelle souvent des modèles tautologiques. Hein. C'est-à-dire qu'ils expriment en sortie ce qu'on a mis comme règle en entrée. Hein. Donc, généralement, si vous avez un modèle last click, c'est pas très compliqué. Il n'y a pas besoin de regarder vos datas pour vous dire que les campagnes qui vont le mieux fonctionner chez vous seront les campagnes de retargeting et de SA à marque. Donc, on n'apprend pas grand-chose et surtout, ça ne mesure pas objectivement la performance de vos investissements. Donc, ça ne reflète pas la réalité. Et c'est là où l'intelligence artificielle est venue nous aider. Donc, vous allez évidemment, c'est notre cœur de business, c'est de faire de l'attribution en se basant sur l'intelligence artificielle, où là, on va faire intervenir des algorithmes qui, justement, vont, eux, non pas se baser sur des règles, mais se baser sur la data sous-jacente de l'annonceur. Et quand je dis la data de l'annonceur, c'est deux choses. C'est évidemment d'un côté
les particularités de son mix média, ses niveaux d'investissement, comment il les a répartis et la puissance de chacun de ses leviers à l'intérieur de son mix média. Donc, ce qui va générer des visites et des impressions. Donc, ça va être évidemment la première matière sur laquelle va travailler l'intelligence artificielle. Et la deuxième, évidemment, c'est ce que constituent les parcours d'achat de vos consommateurs qui vont être l'ensemble des points de touche qui vont être analysés par cette intelligence artificielle. Donc, juste pour la petite information, après, je ne sais pas si je creuserai, aujourd'hui, chez Wizali, en termes d'intelligence artificielle, l'algorithme que l'on va utiliser pour faire de l'attribution s'appelle la valeur de Shapley, qui est issu de la théorie des jeux et qui est, sans rentrer dans le détail, un algorithme qui convient parfaitement aujourd'hui à ce qu'on cherche à faire quand on cherche à optimiser un mix média, puisque la théorie des jeux, c'était de comprendre quelle était la contribution d'un joueur dans des équipes tournantes au sein d'un tournoi. Le joueur, évidemment, dans notre cas, c'est le levier. L'équipe avec laquelle il joue, c'est le mix média. Et les résultats de l'équipe, c'est évidemment vos conversions. Donc, encore une fois, un algorithme qui, en termes de machine learning, va pouvoir justement essayer de comprendre l'ensemble des interactions entre les leviers, comment on combine ces éléments-là, comment les consommateurs achètent chez moi, combien il faut de points de touche pour pouvoir arriver à une conversion, quelles sont la nature de ces points de touche, est-ce que c'est des visites, est-ce que c'est des impressions, enfin tout ce qui va jalonner le parcours d'achat jusqu'à la conversion. Si on rentre dedans, on appelle ça pour rentrer aussi des modèles coopératifs, c'est-à-dire que évidemment l'intelligence artificielle va prendre aussi en compte toute l'histoire que raconte un parcours d'achat. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, c'est qu'évidemment à un moment donné, le fait d'avoir exposé mon consommateur de manière très upper funnel sur des réseaux sociaux, sur de la télé ou comme ça, bah, ça va faire grandir la notoriété de ma marque. Et évidemment, quand un même consommateur, ce même consommateur va faire une requête sur Internet parce qu'il cherche un produit que vous vendez, va voir apparaître sûrement dans ses résultats de recherche votre marque, et du fait que précédemment, il ait déjà été exposé à cette marque, tout ça va permettre de se combiner et de créer de la valeur par des combinaisons entre les leviers. Et c'est évidemment ce que va travailler l'intelligence artificielle pour ensuite restituer évidemment les performances de chacun des leviers de votre mix média, évidemment de la manière la plus objective pour que vous ayez la donnée la plus fiable pour justement avoir la meilleure allocation de vos budgets entre les leviers. Ça, c'est le premier niveau d'optimisation. Et puis, évidemment, au sein des leviers, sur les campagnes qu'ils composent, puisque au sein de mon levier, j'aurai sûrement pas toutes les campagnes qui ont les mêmes résultats. Et donc, j'aurai deux niveaux d'optimisation entre les leviers et au sein des leviers, entre mes campagnes. Donc, tout à l'heure, on parlait de typologie de données. Il faut savoir aujourd'hui que pour nourrir cette intelligence artificielle dans l'attribution, on va avoir deux typologie de données. On va avoir de la donnée, ce qu'on appelle user-centric, qui va permettre évidemment de réconcilier l'ensemble des parcours d'achat par les différents points de touche qui ont été effectués par mes leviers. Donc ça, c'est le premier élément qui va nourrir cette intelligence artificielle. Et on a aussi d'autres types de données qui sont du fait justement de l'écosystème digital. On sait aujourd'hui, notamment ce qu'on appelle les wall gardens, c'est-à-dire tous ces réseaux sociaux, l'impossibilité de pouvoir mettre un tracking tiers pour savoir à qui j'ai diffusé telle bannière, telle vidéo, choses comme ça. Pour autant, toutes ces régies publicitaires, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, je ne vais pas tous les citer, fournissent quotidiennement les volumes d'impressions qui ont été joués par pays, par device, par campagne. Et donc, ces éléments-là, ces données-là vont aussi pouvoir permettre de nourrir une IA qui est légèrement différente de la précédente. La précédente, je vous parlais de la valeur de Shapley qui va travailler sur la donnée user-centric. Le deuxième algorithme qu'on va utiliser chez Wizali, qui s'appelle l'algorithme Wall Garden parce qu'il répond à cette problématique. Donc lui, ça va être une autre typologie d'algorithme qui, lui, est plus issu de ce qu'on appelle le marketing mix modeling ou l'économétrie et qui va viser à comprendre quelle a été l'influence de ces impressions jouées sur ces réseaux sociaux sur l'ensemble de mes leviers. C'est un peu, encore une fois, l'exemple que je prenais tout à l'heure. J'ai, sur une cible donnée, énormément répété mon message via du Facebook, de l'Instagram, et j'ai besoin de comprendre comment tous ces messages que j'ai diffusés, parce que les personnes n'ont pas cliqué dessus, comment ces messages-là ont influencé ensuite mes consommateurs à revenir vers moi, encore une fois, via du SEO à marque, via du SEO marque, via des accès directs, pour ceux qui s'en sont souvenus. Donc, j'ai besoin aussi, pour comprendre tout mon mix média, évidemment, l'influence qu'ont ces impressions du wall garden que l'on ne pouvait pas traquer sur mon mix média. Je fais juste une parenthèse, on sera évidemment dans le même cas de figure à l'abandon des cookies third en 2024. Donc la technologie que je vous présente là, elle est aussi valable, ce qu'on appelle du cookie-less, pour les données qu'on aura demain dans le cadre du display sur lequel on ne pourra plus faire de tracking à l'individu, mais on aura pour autant aussi accès à la donnée statistique. Cette donnée statistique
encore une fois, pour schématiser un petit peu, ce que processe ici l'algorithme, c'est d'essayer de comprendre ces influences des impressions sur ensuite les visites qui vont être générées sur mon site via l'ensemble des leviers qui constituent mon mix média. D'accord? Donc, très rapidement, très schématiquement, l'algorithme, il va essayer de trouver dans un premier temps des corrélations, et une fois qu'il a trouvé des corrélations, pour éviter qu'il y ait des variables exogènes qui viennent perturber ces corrélations, parce qu'à un moment donné, je peux avoir deux courbes qui se parallélisent, mais c'est dû au hasard, c'est dû à un élément saisonnier, c'est dû à un élément macroéconomique, par exemple, comme le Covid qu'on a connu. Donc, pour être sûr que, au-delà de la corrélation, il y ait bien un lien entre ces deux phénomènes, on va ensuite calculer ce qu'on appelle des causalités. Donc, sans rentrer dans le détail, c'est tout ce processing qui va être fait par cette intelligence artificielle pour arriver à déterminer qu'à un moment donné, c'est la conclusion qu'on va en tirer, que vos impressions, par exemple, sur Facebook, ont influencé 25% de vos visites sur le SEA marque. Et donc, dans ces cas-là, de pouvoir, dans cette attribution, remettre cette création de valeur à Facebook et pas au SEA marque, et donc d'avoir encore une fois une visibilité beaucoup plus objective de la performance de l'ensemble de mes investissements. Et encore une fois, ce sera le cas demain sur le display, quand même, il y aurait le cookie serve. Donc, on voit bien ici qu'il y a une combinaison de deux intelligences artificielles, de deux algorithmes qui vont travailler sur des typologies de données un peu différentes pour finir par donner la vision la plus objective, la plus fiable de la réalité de vos performances. Et c'est ça qu'on cherche à faire dans l'attribution, c'est ce qu'on cherche à faire chez Wizali, c'est de donner à nos clients le chiffre le plus fiable de la performance de leur investissement pour qu'ils puissent, en connaissance de cause, ensuite faire les bons arbitrages dans leur mix média entre les leviers, comme je l'ai dit, et au sein de leviers entre les campagnes. Le fait d'avoir, par rapport au modèle précédent que j'avais illustré dans mon premier slide, c'est-à-dire les modèles basés sur des règles versus des modèles qui vont prendre en considération de manière beaucoup plus fiable toute la donnée, des modèles data-driven, qui prennent en plus en considération des éléments que les modèles classiques ne peuvent pas prendre en compte, comme les impressions de Wall Garden. Là, juste un petit schéma, alors évidemment qui est complètement anonymisé, sur la vision qu'on peut avoir des performances sur un modèle au last click, qui est encore, on va dire, d'après les chiffres de Google, 40 à 50% des annonceurs qui utilisent ces modèles. On voit ici tous les composantes de mon mix média et là, c'est un coût par acquisition qui est donné par un modèle type last click. Et quand on compare par rapport à un modèle Wall Garden de Wizali, c'est exactement les mêmes dépenses, c'est la même période, ben, on s'aperçoit qu'en fin de compte, les calculs ne sont pas du tout les mêmes, les contributions des leviers ne sont pas du tout les mêmes. Vous avez la dernière colonne ici qui explique les variations. Et on voit bien qu'en prenant en considération l'ensemble de la donnée, déjà ce que ne fait pas le premier modèle, et ensuite en traitant cette donnée via de l'intelligence artificielle, j'ai une plus grande fiabilité, donc j'ai des outils de mesure qui sont beaucoup plus efficaces pour demain que je puisse prendre des décisions d'investissement et d'arbitrage qui sont encore une fois non pas basées sur du sable, mais basées sur une réalité qui a été observée dans le comportement de ces consommateurs. Et évidemment, ce qu'on retrouve de manière un peu caricaturale, c'est tous ces leviers upper funnel qui sont très très mal pris en compte par des modèles basés sur des règles, évidemment parce qu'en plus, ce sont souvent des impressions et qui évidemment faussent pour beaucoup les données. Et on voit bien que ça se fait au détriment des leviers qui sont plutôt lower funnel, puisque évidemment des modèles comme l'Elastic ont tendance à ne regarder que ce qui se passe à la fin. Évidemment, c'est comme si vous vous disiez que c'est la dernière goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Eh bien non, c'est évidemment toutes les gouttes d'eau qui la précédaient. Ça a été juste l'épiphénomène de la dernière goutte d'eau. Voilà ce que je pouvais vous dire sur en quoi l'intelligence artificielle peut vous aider aujourd'hui à mieux maîtriser l'ensemble de votre stratégie d'investissement. Donc, gain de performance, gain de temps, puisque évidemment tout ça est processé de manière industrielle, c'est un peu comme tout à l'heure sur le budget. Tous les matins, vous avez toutes les données de la veille qui ont permis à l'intelligence artificielle de venir affiner l'ensemble de ces calculs pour vous permettre au jour le jour d'optimiser votre mix média. Voilà. J'en ai fini. Est-ce qu'il y avait des questions? Je regarde vite fait s'il y a des questions. Ouais, merci Thibaut. On va passer justement le temps que vous puissiez intégrer vos questions. Voilà, il y a 2 slides de conclusion qui sont relativement simples. Vous le voyez, je pense que ça s'est traduit, ça a transpiré en fait dans nos slides. L'IA, c'est quelque chose de très utile, très fonctionnel. Donc, n'hésitez pas à poser la question effectivement à vos partenaires de savoir comment ils utilisent l'IA et comment vous pouvez avoir accès aux résultats. Il y a 2 bénéfices. Donc là, c'est la slide qui est juste avant. C'est une partie en fait d'efficacité. Donc voilà, Thibaut l'a parlé, c'est de la performance, c'est du temps, c'est de la compréhension, etc. Et puis une deuxième partie, effectivement, qui est comment l'IA est au service de l'humain. Et je laisse peut-être Grégoire ou Thibaut en parler, parce que c'est important de replacer effectivement l'IA par rapport à l'humain.
Exactement. Donc, ce que l'on a vu au travers des différents exemples que l'on vous a donnés, c'est que aujourd'hui, on voit bien qu'il y a déjà son terrain de jeu, c'est dès que vous avez des gros volumes de données et que vous devez, entre guillemets, travailler cette donnée, mixer cette donnée, interagir cette donnée, du ciblage, du trading, de la génération de reporting, des croisements de données, la mesure évidemment que je viens d'évoquer ici avec l'attribution. Et donc, c'est son terrain de jeu, l'IA. Donc, tous ces éléments-là qui sont pour l'être humain des tâches qui sont très chronophages, très répétitives, bah, évidemment, l'IA, on vient le voir dans des exemples très concrets, va vous permettre de processer toutes ces tâches de manière automatique. Et en plus, avec, souvent on l'a vu tout à l'heure, à la fois cette dimension industrielle, cette rapidité d'exécution, et en même temps, entre guillemets, ce qu'on a appelé cette intelligence, c'est-à-dire de pouvoir croiser des choses que soit vous n'avez pas le temps, soit vous n'y avez pas pensé. Et l'avantage, c'est que l'intelligence artificielle, elle va jouer tous les scénarios et elle va essayer de comprendre quel est le scénario qui est le plus avantageux et qui va vous permettre, in fine, et c'est le deuxième point, de prendre des bonnes décisions. Donc, ce que fait l'IA, c'est vraiment, c'est votre compagnon de route, entre guillemets, qui va vous aider dans les tâches, on va dire, les moins intéressantes, les plus chronophages, les plus répétitives, pour que vous vous concentriez, on va dire, sur la véritable intelligence que porte l'être humain et que ne porte pas encore cette intelligence, entre guillemets, artificielle, c'est-à-dire sur la base de tous ces éléments, de prendre les bonnes décisions, de pouvoir arbitrer, de pouvoir cibler, de pouvoir trader de manière beaucoup plus efficace. Et donc, on voit bien que l'arrivée de l'IA aujourd'hui dans les métiers du marketing digital, bah, c'est aussi un peu une recomposition des missions de chacun au sein des organisations, puisqu'il y a un certain nombre de choses que je ne vais plus faire, puisque c'est l'IA qui va le faire à ma place, et je vais pouvoir, dans ces cas-là, sur ce temps qui est libéré, me consacrer à des tâches qui vont être beaucoup plus intellectuelles, beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus enrichissantes, par le fait, évidemment, de l'utilisation de l'IA. Donc, c'est aussi un peu du personal branding, j'ai envie de dire, parce que je vais un peu changer aussi, moi, dans mes fonctions et dans mes missions, par le fait que j'ai un compagnon qui, encore une fois, va m'aider sur tous les éléments qu'on a pu évoquer ensemble au cours de ce webinaire. Grégoire, tu Voilà. es en phase avec tout ça? Je pense que Thibaut était très complet. Au-delà de personal branding, je pense que c'est plutôt l'assistant personnel qu'il faut. Voilà, votre téléphone, vous êtes dans votre vie quotidienne pour trouver votre chemin, pour faire vos courses, pour des choses comme ça. Bah, dans votre métier, c'est aussi la même approche, c'est-à-dire que vous allez vous appuyer sur des outils qui sont des outils. Voilà, intelligence artificielle, le mot venant d'un anglicisme n'est peut-être pas forcément le bon. L'intelligence est humaine et la partie outil est gérée par la partie intelligence artificielle et c'est là-dessus qu'il va falloir s'appuyer. Comme le disait un petit peu Thibaut, pour vous simplifier la vie, mais aller sur une vision plus stratégique de votre métier. Complètement. Alors, on a quelques questions. Il y a une première question de François. Quelle perspective ouvre l'IA en termes d'optimisation des performances des campagnes médias digitales dans les métaverses? Est-ce que quelqu'un a un avis? Je pense que ce soit dans le métaverse ou dans la vie réelle, ça ne changera pas grand-chose. Oui, ça permettra d'optimiser les choses, puisque le métaverse, c'est aussi de la donnée, c'est aussi des outils, et l'IA permettra d'analyser ce qui se passera. Donc, ça permettra de bien comprendre au niveau stratégique ce qui se passe, où sont les audiences, qui elles sont, comment je les segmente, comment je les touche. Et ça permettra tout au long des campagnes de les monitorer de la même manière que alors, on n'appelle pas ça le métaverse, mais aujourd'hui, ce qui se passe en programmatique, je défie n'importe qui de ne pas le rapprocher du métaverse, parce que globalement, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Mais globalement, ça va permettre d'optimiser les choses de manière intelligente. Ouais, c'est la même chose, hein. Ce qu'il faut considérer, c'est que le métavers, c'est un terrain de jeu, comme les réseaux sociaux voilà, en sont, comme le search, etc. Donc en fait, on va avoir différents canaux, et c'est vrai que tout ce qui est algorithme d'optimisation sur le ciblage, le trading, l'attribution, etc., s'applique complètement ou s'appliquera complètement sur le métaverse, sur les métaverses, puisque aujourd'hui on ne peut pas parler d'un métaverse, puisque effectivement déjà c'est compliqué d'en trouver un où il y a véritablement de l'usage, mais effectivement, ça sera la même chose, ça sera un nouveau terrain de jeu. Deuxième question sur la prévention en matière de fraude. Donc je vois que du coup Thibaut réagit dessus. Ouais.
je mixe, je mixe réponse Mmh. quand quelqu'un parle, je mixe réponse écrite et réponse orale. Oui, la fraude, en fin de compte, mais au sens large, l'efficacité qu'on cherche à déterminer dans le display, évidemment que quand l'attribution prend en compte ces éléments-là, et ce qu'il faut savoir, c'est que tout élément est jugé de manière objective, c'est-à-dire sur sa contribution à un moment donné à la conversion. Donc, euh, la fraude, en fin de compte, c'est un effet indirect. Il y a d'autres effets indirects dans le display. Vous avez aujourd'hui l'autre élément qui est important à prendre en considération, qui est la visibilité. Euh, Historiquement, les métriques qu'on utilisait dans le display et dans le social, c'était les impressions. Une impression, c'est juste, ça vous dit juste que votre bannière elle a été chargée ou votre vidéo a été chargée. En aucun cas, ça donne l'information de savoir si elle a été réellement vue ou si elle a été, pour les vidéos, les taux de complétion. Vous avez des outils après qui permettent de le faire et qui permettent justement, mais je pense que là, Alban, il connaît ça mieux que moi, qui vous permettent de monitorer les IAS, les MOAT, toutes ces technologies-là. Donc, on voit aussi les benchmarks qui sont faits en France, en Europe, sur le fait qu'évidemment, il y a un certain nombre d'impressions qui, entre guillemets, ne sont pas visibles. Donc, en quoi l'attribution prend en considération ces éléments-là, hein, que ce soit la fraude, que ce soit ces éléments-là, c'est que l'effet contributif, il va être forcément très faible. Si vous diffusez sur des supports où vous avez 5% de visibilité, il y a peu de chances que ces points de touche participent en fin de compte à la conversion nécessairement. Donc évidemment, en effet indirect, vous allez avoir une mesure de la performance pour ces inventaires, supports, après ça peut être, ou origine de trafic si c'est sur une régie particulière, qui vont s'effondrer. Et donc évidemment, vous n'allez pas surinvestir sur ces leviers-là. Mais après, je pense que Alban, toi, tu connais ça encore mieux que moi. Oui, je réagis, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a différents types. En fait, il n'y a pas que la fraude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir la fraude, vous pouvez avoir la surpression. C'est-à-dire qu'on voit, il y avait un article la semaine dernière justement sur certains sites médias qui achètent du trafic pour pouvoir mettre 45, 50 formats sur la page. Ça, typiquement, ce n'est pas de la fraude, mais à la fin, quand vous êtes dans un environnement où il y a 50 bannières, c'est la même chose, ça ne génère rien. Donc en fait, c'est pas simplement la fraude, on va dire que c'est l'écran. Voilà, dans quelle mesure la bannière que j'achète est dans le bon écran et est-ce qu'elle est adressée en fait à une vraie personne? Parce qu'effectivement, comme le souligne Thibaut, il y a la visibilité. Si votre bannière est en bas, bah forcément, un ou un autre personne ne la verra. Donc si on ne la voit pas, il y a quand même une probabilité assez forte que la personne n'achète pas. Mais c'est aussi qui est la personne en face. Donc, vous pouvez avoir des bots de manière, on va dire, de manière simple, qui vont générer en fait des pages avec des impressions. Et comme on le dit souvent, un bot n'achète pas. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez acheter potentiellement des impressions qui sont vues par des robots qui crawlent, le web, qui peuvent générer plus d'inventaire, etc., mais qui, in fine, n'achèteront pas. Donc, typiquement, nous, ce qu'on fait, par exemple, chez Envoice, on a des algorithmes donc, de ciblage, on a des algorithmes de trading, et on a des algorithmes, effectivement, qui vont permettre en fait, de scorer aussi euh, un emplacement publicitaire. Est-ce qu'il est, voilà, donc on va mesurer le nombre d'IP, on va mesurer la durée, on va mesurer en cas de clic quelle est la durée de visite, etc., pour voir si à un moment ou à un autre vous avez un format publicitaire qui ne génère que des visites qui durent une seconde ou que une page, donc avec des taux de rebond à 99,9%. Voilà, ça c'est un bot. Et donc cet emplacement-là publicitaire ne vaut rien. Donc on va le scorer comme ça. Et donc effectivement, ça c'est pareil. Un humain ne peut pas faire ça. C'est-à-dire qu'un humain peut aller potentiellement sur un site et se dire ah bah oui, là, il y a trop de pression, donc je vais plutôt aller sur tel site. Et quand vous avez, en fait, nous, on gère à peu près 6000 sites aujourd'hui, et donc vous multipliez par le nombre de pages par site. Donc vous avez des milliards de combinaisons. On a à peu près 100 milliards d'opportunités publicitaires par mois. Donc c'est impossible de pouvoir les traiter. Et ça, l'IA, avec effectivement, encore une fois, une supervision de l'humain, permet effectivement non pas de ne gérer que la fraude, mais de gérer effectivement les meilleurs emplacements pouvoir se dire oui, là il faut y aller et là il faut acheter et potentiellement il faut d'ailleurs même peut-être acheter plus cher certains environnements. Est-ce que l'on a d'autres questions? Oui, il y a une question sur le webinar qui est enregistré, donc pas de problème. La réponse a été faite, donc avec plaisir pour le partager. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ça semble, euh, Ça semble pas mal, crystal clear, comme dirait Thierry. Écoutez, si tout le monde
et OK sur les questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci à Grégoire, merci à Thibaut, merci du coup à Céline aussi pour l'organisation. Voilà, vous ne la voyez pas, mais qui nous a fortement aidé du coup à toute l'organisation de ce webinaire-là. Donc vous recevrez par email, si je ne me trompe pas, un lien pour pouvoir revoir ou partager ce webinaire. Merci beaucoup à tous et puis on vous souhaite une excellente journée. À très vite pour un prochain webinaire du CPA. Merci, à bientôt. Merci Au à tous revoir. et bonne journée. Au revoir. Merci à tous et passez de bonnes fêtes.